bonjour à tous. Une nouvelle mobilisation des activistes camerounais s'est déroulée devant le Parlement européen à Bruxelles. Parmi plusieurs centaines de manifestants, des femmes n'ont pas hésité à exposer leur intimité pour s'indigner contre le silence de la France et la communauté européenne à propos de graves violations des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone, le maintien en détention des prisonniers politiques et le refus du gouvernement camerounais de réformer de façon consensuelle le système électoral. Ces Amazones, torse nu, aux côtés d'autres activistes camerounais, souhaitent à travers leurs multiples manifestations attirer l'attention des institutions internationales sur les dérives totalitaires au Cameroun, des revendications embarrassantes pour le gouvernement et bottées en touche par les militants du parti au pouvoir, estimant que le Cameroun est une démocratie en construction. Entre le marteau de la communauté internationale et l'enclume des activistes camerounais, le compte en rebours pour une sortie de crise est enclenché après de multiples promesses non tenues à la diaspora et les exigences de l'opposition camerounaise et les conditions préalables fixées par les séparatistes anglophones. Le gouvernement mesure-t-il l'urgence de résoudre ces crises multiformes? Les déclinaisons de la stratégie gouvernementale sont-elles de nature à apaiser les esprits surchauffés du fait de la malgouvernance? Rien n'est moins sûr, car le gouvernement en difficulté de trésorerie envisage d'ouvrir le capital social de la compagnie Camerco. Selon le site Investir au Cameroun, le chef de l'État a demandé au Premier ministre d'élaborer en urgence un plan de restructuration, de relance et de développement de la compagnie dans l'optique d'ouvrir son capital social à hauteur de 51% à un partenaire stratégique. S'agit-il d'un aveu d'échec de la gestion publique de l'étoile du Cameroun? La privatisation est-elle envisageable sans un audit indépendant d'une gestion controversée depuis la création de Camerco? Ces méthodes de gouvernance peinent à produire les résultats escomptés, notamment dans le paysage politique, là où l'administration territoriale vient d'essuyer un cuisant revers. La justice a donné raison à l'UPC et son secrétaire général Balegelcote dans le cas de l'affaire de la désignation controversée de certains dirigeants de partis politiques. Dans l'ordonnance de sursis rendue le 10 juillet 2020, la justice soutient que la décision du ministre de l'administration territoriale ne concerne ni l'ordre public, ni la sécurité et encore moins la tranquillité publique. Quelles étaient donc les réelles motivations de cette immixtion dans le fonctionnement de l'UPC? Quelles en sont les conséquences politiques et juridiques? Ces questions brûlantes d'actualité constituent le fil Ariane de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des experts et hommes politiques de haut vol. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Roland Dieu. Bonjour. Bonjour M. Noufélé, bonjour à tous mes panélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs de droit de réponse. Et je salue particulièrement nos 15 camarades qui sont encore otages du régime de Yaoundé, au rang desquels le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, M. Mamadou Mota, M. Sylvanus Moutaga, M. Wilfried Siewe et tous les autres qui sont encore otages de ce côté-là. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous représentez le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés sur ce plateau. Juste en face de vous, Patrick Rifoué, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à mes companélistes et aux millions de téléspectateurs de la télévision Equinox. Le RDPC par vous remercie pour cette invitation. Vous l'avez dit, vous êtes communicant du parti au pouvoir sur le plateau de droit de réponse. Troisième panéliste sur ce prestigieux plateau, Maître Simon-Serge Kakac, bonjour. Bonjour, Cédric Noufélé. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, conseil juridique de l'UPC et communicant de l'Union des populations du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci Cédric, mais permettez-moi de saluer tous mes companélistes et surtout les milliers ou les millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais je ne finirai pas mon intervention sans saluer les nombreux militants de l'Union des populations du Cameroun qui sont à l'écoute de ce précieux programme, et plus particulièrement le secrétaire général, le docteur Pierre Balegelcote. Merci Simon-Serge Kakac. Sur le plateau de droit de réponse, l'un des éditorialistes quotidiens La Nouvelle Expression, consultant ce droit de réponse, Edmond Kamgia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, je salue tous les companélistes.
Je suis heureux de me retrouver ce dimanche encore devant les téléspectateurs fidèles de cette émission à qui j'adresse mes salutations cordiales, fraternelles et amicales. D'entrée de jeu, avec vous, Edmond Kambia, ces images de femmes activistes camerounaises devant le Parlement de l'Union européenne. Elles ont exposé leur intimité durant cette manifestation. Les images ont fait le tour de la toile, enflammant les débats entre les partisans de l'opposition, la société civile et ceux du parti au pouvoir. Comment interpréter de telles images de ces Amazones qui ont manifesté devant le Parlement européen à Bruxelles? Oui, j'ai lu une bonne partie des réactions des internautes sur les réseaux sociaux relativement à la manifestation, à la marche, à la présence importante des Amazones qui se battent pour la liberté et la démocratie au Cameroun à partir de la diaspora devant le Parlement européen. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, qui apprécient ou alors qui contestent cette forme de mobilisation, et notamment la présentation de leur nudité. En tout cas, leur torse, leur poitrine étaient nus. On voyait les soutiens-gorge, certaines portaient des culottes. Ce que je voudrais dire, c'est que ces Amazones ont utilisé une méthode qui peut-être pour certains est gênante pour des âmes sensibles, mais je dois dire qu'en réalité, elles ont marqué un grand point. Parce qu'il faut comprendre la symbolique de l'acte qu'elles ont posé quand vous rentrez profondément dans l'histoire politique du Cameroun et même dans l'histoire de la société traditionnelle africaine, camerounaise en particulier. Je commencerai par la symbolique au niveau de la culture, de la société, la culture camerounaise et même africaine. Il faut dire que lorsque les femmes décident de manifester et de présenter leur nudité ou une partie de leur nudité, c'est un symbole fort qui montre qu'en réalité, elles viennent parfois comme en dernier recours après les hommes qui ont dénoncé et manifesté et n'ont pas trouvé de solution. On a vu dans notre société au Cameroun, pendant les années de Braise, des moments importants où les femmes ont joué un très grand rôle. Rappelez-vous, en 1992, après l'élection présidentielle du 11 octobre 1992, on a vu des vieilles mamans qui ont fait une ceinture de sécurité autour, n'est-ce pas, du domicile de John Frundi, qui était en résidence, qui était pratiquement en résidence surveillée à travers l'état d'urgence, pour empêcher les militaires d'accéder à son domicile. Et ces vieilles mamans, chaque fois qu'elles approchaient avec leurs seins nus, les militaires fuyaient. C'est-à-dire que les gendarmes et les soldats qui étaient autour de la résidence de John Frundi quittaient les lieux. Parce qu'ils avaient compris, parce que c'est des Camerounais, ils sont ancrés dans la société traditionnelle africaine, que si ces mamans, ces vieilles mamans, se dénudent ainsi devant eux, et si, malheureusement pour eux, elles leur montrent leur postérieur, c'est la malédiction. Et je peux vous dire, avec le recul, pour le cas de la résidence surveillée dont avait été victime ni John Frundi en 92, il y a des soldats qui sont décédés, qui sont même devenus fous, dont on n'en parle pas, parce qu'elles ont vu la nudité des grands-mamans qu'on appelait les mamita kumben, ou leur postérieur, lorsqu'elles avaient soulevé leur jeu. Quand je rentre un peu dans cet exemple, je veux prendre un autre exemple. Pendant la même période, pendant les années de Braise, pendant les villes mortes notamment, on a vu ici à Douala des manifestations des femmes, notamment des femmes de l'UPC. Il y avait Henriette Ekoué qui était en tête. Il y avait d'autres femmes de l'opposition de l'époque. Je pense à Jeanne Soga, qui est aujourd'hui, je crois, secrétaire générale du parti de Issa Chiroma. À l'époque, elles étaient en tête avec beaucoup d'autres femmes qui manifestaient pour la libération des personnes qui avaient été détenues dans le cadre des arrestations que nous avons connues ici au Cameroun au mois d'août 1991. Après l'incendie d'Intela, l'incendie de la boutique Maciades, ces femmes ont marché entre le lycée technique et se dirigeaient vers la prison centrale en passant par Kayo-Eli où elles ont été bloquées. Il a fallu que le commandant de Légion de l'époque, Someyenga, de regretter mémoire, comprenne qu'il faut négocier avec ces dames, qui étaient pratiquement à demi-nues également. Il a envoyé des femmes de la gendarmerie négocier avec ces dames pour qu'il y ait une solution, pour qu'elles cessent de manifester et qu'il y ait une solution qui vise à libérer les personnes détenues. Je prends ces exemples pour vous dire que ce que les Amazones, les Camerounaises, ont fait au sein de la diaspora n'est pas anodin. C'est un acte fort. Non, comme je le disais tantôt, politique,
symbolique et politique, mais également dans la culture africaine. Quand une femme s'est dénudée, tout le monde sont pas sérieux, cela signifie la malédiction. Or, pour ne pas encourir cette malédiction, il faut les écouter. Et c'était un jour particulier, le chef d'État, n'est-ce pas, européen, se réunissait dans le cadre de sommet pour réfléchir sur la relance économique après le Covid. Donc, elles ont choisi le moment approprié, le moment opportun, et savaient qu'il devait avoir une grande médiatisation des événements. Je pense que cet acte-là ne doit pas être banalisé et doit être pris pour ce qu'il est. C'est-à-dire faire comprendre qu'il y a des problèmes qui se posent au Cameroun. Et je pense que même s'il y a eu une controverse, les réactions des uns et des autres, tout le monde a compris qu'elles avaient un message à faire passer. Elles ont fait passer ce message. Après vous, Edmond Kambia, maître Simon Serge Kakar, sur cette multiples manifestations organisées par des activistes de la diaspora camerounaise, la dernière en date, c'est devant le Parlement européen, au moment de cette grande réunion, cette messe des dirigeants européens, et ces femmes se sont dénudées pour dénoncer la situation politique au Cameroun. Comment vous réagissez à la suite de ces événements? Oui, Cédric, ce que je peux vous dire de manière péremptoire, c'est qu'en fait, cette énième manifestation, ou bien cette manifestation n'est qu'une énième manifestation de ce qui se passe réellement au Cameroun. On a l'impression que notre gouvernement est passé champion dans ce que j'ai toujours appelé la gouvernance à retardement. Parce qu'en réalité, ce que ces femmes ont posé comme problème, à leur façon, parce qu'en réalité, comme le disait tout à l'heure Edmond Kambia, il faut quand même noter que c'est un mode de communication qu'elles ont utilisé. Vous comprenez? Ils sont adressés au chef de terre réunis dans un grand forum, un forum très important, où les Européens sont là pour mener une réflexion sur la conduite à tenir, pour juguler la crise sanitaire, économique et sociale engendrée par la pandémie du coronavirus. Mais vous savez que, effectivement, lorsque le problème se pose dans ce pays, il y a toujours beaucoup de réactions. Mais en face, le gouvernement fait toujours preuve d'une espèce d'autisme qui fait qu'en réalité, il donne l'impression de ne pas être à l'écoute de tout ce qui se passe. Je pense que ces femmes qui ont trouvé un moyen quelque peu orthodoxe quand même de se dénuder devant les chefs d'État européens, en réalité, avaient un message à passer. Lequel message selon Non, le message, c'est une manifestation d'un ras-le-bol. Vous comprenez, lorsqu'elle se présente la nuit devant les Européens, première façon, c'est de leur dire, écoutez, essayez de nous écouter. Parce que le problème que nous posons est d'une pertinence incontestable. Parce que chez nous, dans notre pays, il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas de nature à favoriser la paix sociale. La paix sociale étant menacée dans notre pays, nous vous invitons à traiter ce dossier avec beaucoup d'acuité pour que des solutions appropriées soient trouvées. Donc, en réalité, c'est une façon pour ces femmes de s'exprimer. Maintenant, il y a eu des controverses parce qu'en réalité, beaucoup de gens n'ont pas apprécié cette manière de faire. Mais comme l'a si bien relevé tout à l'heure Edmond Kambia, vous savez ce qu'on appelle la femme, on l'appelle vulgairement la mère de l'humanité. C'est elle, en réalité, qui est la personne, ou bien l'être humain, qui doit être le plus écouté. Parce que quand une femme s'adresse à un forum, à un panel de chefs d'État comme celui-là, vous devez comprendre que la situation est très sérieuse. Et c'est une façon de s'exprimer. Lorsque vous faites une espèce d'exégèse de ce qu'elles ont posé comme problème, on a l'impression qu'effectivement, elle veut dire à l'Union européenne que voilà des problèmes qui se posent dans notre pays. Notre gouvernement fait semblant d'y apporter des solutions, mais en réalité, rien n'est fait. Je donne par exemple un exemple. Ces femmes qui sont de la diaspora s'indignent quand même du fait que depuis la tenue de ce qu'on appelait ici il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, au mois de septembre, octobre, le fameux grand dialogue national, il y a eu par exemple des résolutions qui ont été adoptées sur l'adoption, permettez-moi cette tautologie, de ce qu'on avait appelé la double nationalité. Il fallait par exemple faire une loi qui n'interdisait plus la double nationalité. Parce qu'en réalité, l'une des incongruités de notre système de gouvernance, c'est d'empêcher à nos compatriotes qui vivent à l'étranger de s'exprimer dans ce pays. Parce qu'on leur dit que lorsque l'un d'eux réussit à acquérir, j'allais dire, une nationalité étrangère, il cesse d'être camerounais, ce qui est une incongruité inqualifiable. Or, il y a une résolution qui a été prise à l'issue du grand dialogue national qui devait amener le gouvernement de la République à préparer un projet de loi sur, j'allais dire, l'abolition
de cette interdiction de la double nationalité. Malheureusement, pratiquement 9 mois après, rien n'est fait. C'est autant de choses qui indignent ces gens. Et maintenant, quelles sont les personnes qui ont pris les devants? Ce sont les femmes. Cela veut dire que c'est un symbole fort. Cela veut dire qu'effectivement, l'humanité est en ébullition au Cameroun. Et maintenant, les femmes camerounaises ont décidé de prendre leur destin en main en s'exprimant sur une tribune très prisée, c'est-à-dire la tribune de l'Union européenne, où en réalité tous les grands décideurs, tous les chefs d'État européens y étaient. Cela veut dire que lorsque ces femmes s'y présentent avec des doléances, ces doléances doivent être prises en considération et naturellement, j'ai le sentiment et même la l'Union européenne ou bien les chefs d'État de l'Union européenne vont certainement inviter le pouvoir de Yaoundé à faire preuve, je vais dire, un peu plus de compréhension et surtout un peu plus de sérieux dans le traitement des questions qui mettent au Cameroun aujourd'hui. Sur le fond des revendications, Maître Kakak, Patrick Rufoué, vous qui représentez le parti au pouvoir, il y a cette revendication de ces Amazones et autres activistes camerounais de la diaspora sur les questions relatives au maintien en détention de nombreux prisonniers qui sont présentés à leurs yeux comme des prisonniers politiques, sur le refus du gouvernement de procéder à une réforme consensuelle du système électoral, comme l'avait préconisé le Parlement européen à la suite de l'élection présidentielle de 2018. Sur le fond de ces revendications, pourquoi ne pas y accéder afin de pouvoir construire davantage cette démocratie au Cameroun? Avant de répondre sur le fond, je voudrais aborder cette question sur la forme. Effectivement, en Afrique, et particulièrement au Cameroun, la nudité des dames, c'est quelque chose de sacré. C'est pour ça qu'il n'est pas licite de la faire voir aux individus, notamment dans l'espace public, parce que c'est vecteur de malédiction. Maintenant, quand vous connaissez la société européenne, quand vous savez que nous sommes en été, et que le nu, là-bas, c'est quelque chose d'ordinaire, qui n'a rien de sacré, vous vous demandez si ces dames ont fait preuve d'intelligence en décidant d'aller s'agiter devant le Parlement européen, toutes dénudées. En été en Europe, toutes les femmes sont pratiquement nues. Mais vous n'ignorez pas également qu'il y a des féministes oui. en Europe qui, elles aussi, vont plus loin que ces Amazones camerounaises lors de leur revendication qui portaient un certain nombre de préoccupations. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le nu n'a pas la portée symbolique en Europe que le nu a chez nous. Ça, pas du tout. Être nu, une dame nue dans l'espace public en Europe, c'est un non-événement. Au contraire, notamment en France, on se bat pour que les femmes se dévêtissent, c'est-à-dire qu'on interdit le voile, ainsi de suite. Mais le nu, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Donc je dis et je le répète encore, elle n'était vraiment pas inspirée parce que si vous voulez vous adresser aux Européens et vous pensez qu'en vous mettant, en vous dévêtissant, ça va avoir une portée particulière, non, ça n'a aucune portée pour eux. C'est ce que Vincent Descombes appelle une confusion de langage. C'est-à-dire que vous adressez à des individus en utilisant un langage autre que celui auquel ils sont sensibles. Pour revenir sur le fond, pour ce qui est de la réforme du code électoral, un certain nombre de propositions ont été faites. Même Elekama fait un certain nombre de recommandations pour que le code électoral soit réformé. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il était opposé à cette réforme. Maintenant, la notion de consensuel est toujours une notion suspecte. Qu'est-ce que ça signifie, code électoral consensuel? Est-ce que ça signifie qu'il faut absolument obtenir l'accord de toutes les formations politiques? Il y en a plus de 300 au Cameroun. Convenez avec moi que s'il fallait aller sur la base de ce type de consensus-là, il serait difficile d'obtenir un code consensuel. Il faut améliorer le code électoral, c'est un fait. Mais je récuse la notion de consensuel. On ne peut pas réformer le code sur la base d'un consensus qui serait inatteignable quand on sait qu'il sera difficile d'obtenir un accord. Mais il y a une base qui peut permettre au gouvernement de pouvoir travailler. Celle des candidats à l'élection présidentielle, il y en a eu au moins 3 ou 5 qui ont eu un classement assez honorable sur le plan officiel et qui, au terme de cette élection présidentielle, ont manifesté leur désarroi, ont contesté les résultats de l'élection présidentielle, estimant que le système électoral n'a pas permis à ce que le peuple camerounais puisse valablement exprimer son suffrage et choisir son candidat. À la suite d'une telle élection où il y a eu ces divergences et ces contestations, pourquoi le gouvernement n'a pas discuté avec les principaux contestataires avant de parvenir à ce consensus? Je vous ferai observer qu'après l'élection présidentielle, il y a eu une élection législative et municipale. Donc, il y a au minimum 2 bases
qui peut fonder le débat. On peut aussi décider de discuter avec les partis qui ont participé à l'élection, qui ont des représentants à l'Assemblée nationale et dans les mairies. Dans ce cas, certaines formations politiques qui étaient à la présidentielle se verraient exclues. Donc il n'y a pas de privilège à ce que les partis qui étaient à la présidentielle puissent être autour d'une table. S'il y a 300 partis politiques au Cameroun et s'il faut discuter des questions de code électoral, toutes les formations politiques doivent s'y retrouver sans qu'il y ait un privilège du fait que j'étais à la présidentielle ou pas. Sinon, moi je dis, on part sur la base des élections législatives et municipales et sur cette base-là, certaines formations ne s'y retrouveront pas. Donc la question du code électoral, c'est une question qui reste ouverte. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il y est opposé. Mais ce que nous disons au RDPC, c'est que la notion de consensus est une notion suspecte. Après vous, Patrick Rifoué, Maître Roland Diou, consensus, notion suspecte, mouvement des femmes camerounaises, des Amazones devant le Parlement, c'est à négliger, aucune symbolique selon le RDPC devant le Parlement européen, confusion de moyens et de stratégies pour se faire entendre. Comment vous réagissez? J'ai même plutôt entendu confusion de langage, oui. C'est-à-dire que le RDPC s'est réveillé ce matin avec une nouvelle vocation, celle de conseiller les partis et les mouvements d'opposition quant à savoir quelles seraient les démarches les plus pertinentes pour les renverser du pouvoir. Je salue cela avec tout ce que ça mérite. Mais je dois quand même indiquer que tout à l'heure, j'ai entendu le représentant du RDPC prétendre sur la question du système électoral, parce que je vais commencer par cette question-là, qu'on ne peut pas faire de privilèges aux partis politiques, fût-ce ceux qui ont participé à la présidentielle d'octobre 2018 ou ceux qui ont participé aux législatives et municipales de février 2020. Je vais donc lui faire une proposition qui devrait l'arranger dès lors qu'il n'est pas d'accord avec l'idée du consensus. Je pense que dans ce cas de figure aussi, on ne devrait faire la priorité à aucun parti politique. Dans ce cas, convoquons simplement une sorte de constituante. Et puis on débattra au sein de cette constituante ou de ces états généraux des institutions qu'il nous faut, du système électoral qu'il nous faut. Vous voyez, c'est de sorte de fuite en avant. Si il y avait eu discussion avec les 300 partis politiques, on ne serait pas en train de poser le problème de la réforme du code électoral, parce que ça, ce n'est déjà pas fait. À supposer que l'on doit réserver la primeur de la discussion sur le système électoral aux partis politiques, comme le prétend le représentant du RDPC. S'il fallait le faire, vous ne l'avez pas fait. Donc vous n'avez pas de leçon à donner à qui que ce soit sur la question, parce que ça, vous ne l'avez pas fait. Est-ce que vous avez discuté avec ceux qui ont été à la présidentielle de 2018? Ça non plus, vous ne l'avez pas fait. Est-ce que vous avez discuté avec seulement ceux qui étaient aux législatives de 2020? Non plus, ça non plus, vous ne l'avez pas fait. Vous prétendez qu'il faut peut-être récuser l'idée de consensus, alors que vous prétendez souvent être dans une sorte de démocratie apaisée, un concept dont vous avez le secret parce que vous êtes fort, je dirais même très fort, dans l'élaboration de concepts fumeux qui en réalité cachent la caractéristique principale de ce régime auquel vous êtes associé, c'est-à-dire l'autisme. Et je parle d'autisme pour dire que c'est normal que, selon vous, il y ait une confusion de langage à Bruxelles. Parce que précisément, quel que soit le langage qu'on utilise avec vous, vous ne l'entendez pas. Et vous projetez sur les autres votre autisme. Vous croyez que, en Europe, les gens sont aussi autistes que vous. Ce que vous ne remarquez peut-être pas, c'est que malgré tout, vous en parlez vous-même. On en parle sur ce plateau. La presse, y compris européenne, en parle. Donc, en fait de confusion de langage, il me semble que ce n'est pas du côté où on le croit. Je pense que la méthode choisie par ces activistes de la diaspora, on peut dire ce qu'on veut. Mais les réactions qu'on observe au Cameroun cachent mal, ce côté indignation sélective qui nous est finalement chevillé au corps dans ce pays. Parce que voyez-vous, la nudité de la femme au Cameroun, dans la rue, dans les clips à la télé, bref, dans l'espace public, en général ne gêne pas
En tout cas, on n'entend pas les gens s'indigner quand ils voient des spectacles d'une autre nature se dérouler devant eux lorsqu'ils allument leur téléviseur et qu'ils regardent ce qu'on devrait appeler l'art. Par exemple, les clips musicaux. On ne les entend pas s'indigner. Mais lorsque la nudité de la femme devient une arme, un moyen de lutte, vous les entendrez sortir des leçons de morale dont ils sont dépourvus au demeurant pour indiquer que tantôt ce ne serait pas efficace, tantôt ce serait choqué qui on ne sait, parce que je ne sais pas si c'est plus choquant de tirer sur des femmes marchant à main nue, je ne sais pas si c'est plus choquant ça, ou moins choquant que de voir des femmes manifester à Bruxelles et même pas totalement dévêties. Je ne sais pas lequel est plus choquant. Je pense aussi sur la question des moyens de lutte, que ce débat, on peut aussi le faire. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a de lutte que de moyens, et pas l'inverse. En d'autres termes, ceux qui estiment qu'ils ont en fait une sorte de catalogue de bonnes méthodes, parce que disent-ils, celle utilisée ne serait pas efficace, ceux qui ont ce catalogue de bonnes méthodes-là, qu'ont-ils fait? Est-ce que ça ne les intéresse pas, ou ça ne les intéresserait pas aussi que le Cameroun ait plus de liberté, qu'on ait un système électoral meilleur, encore qu'un système électoral meilleur serait bien pour, je crois, et je m'avance là-dessus, meilleur serait bon pour tout le monde, y compris pour le RDP. C'est parce qu'au moins là, on saurait s'ils sont vraiment le parti dominant au Cameroun. Parce que je dois vous le rappeler, le RDPC n'a jamais gagné une élection libre et transparente au Cameroun à partir du moment où, depuis l'indépendance, avant les indépendances, il était passé une loi dans notre assemblée législative de l'époque qui conférait au premier ministre de ce temps-là les pleins pouvoirs d'ailleurs contre lesquels s'était élevé un député de cette époque-là, je cite là le député Daniel Kemayou, et vous verrez les archives, contre les pleins pouvoirs. Et c'est ces pleins pouvoirs précisément qui ont permis à ce premier régime de se perpétuer. Il a transmis ces pleins pouvoirs au régime actuel qui se perpétue à nouveau, qui s'auto-désigne élection après élection. C'est donc pour ça qu'il est impératif que les partenaires du Cameroun, et je vais chuter par là, parce qu'il faut également discuter de la question du choix du lieu de la manifestation de mon point de vue. Pourquoi, et là je réponds en même temps à ceux qui estiment qu'il aurait fallu que cette manifestation ait lieu au Cameroun, ils trahissent peut-être aussi maladroitement leur mauvaise foi. Parce que c'est la meilleure manière de dire venez au Cameroun précisément parce que nous allons vous interdire de manifester. Mais pourquoi l'Union européenne? Pourquoi Bruxelles? Précisément parce que Bruxelles, c'est d'abord la capitale de l'Union européenne sur le plan formel, c'est le cœur des institutions européennes. C'est une sorte de rappel à la mémoire de cette Union européenne, ses propres engagements, parce que c'est cette Union européenne qui, au sortir de l'élection présidentielle de 2018, et vous l'avez rappelé, M. Noufélé, avait fait voter, notamment à travers son Parlement, un certain nombre de résolutions qui invitaient les États membres de l'Union européenne à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour que, au Cameroun, il n'y ait plus d'élections sans que les règles du jeu électoral, le système électoral soit revu. Mais le gouvernement avait réagi en estimant que l'État du Cameroun est un État souverain et indépendant. Oui. Et qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale et que l'opportunité d'une révision du système électoral n'est pas à l'ordre du jour compte tenu de la participation d'autres acteurs politiques aux dernières élections législatives et municipales. Le représentant du RDPC aurait donc dû être un peu plus honnête que tout à l'heure en indiquant simplement comme vous que le problème ne se pose pas, plutôt que de prétendre qu'il se pose peut-être, mais qu'il vaut mieux ne pas en discuter pour trouver une solution consensuelle avec telle ou telle catégorie de partis politiques. Mais même cette réponse sur la souveraineté trahit mal la mauvaise foi. Vous voyez, on vit dans un pays où le mensonge est érigé en règle universelle. Nous vivons en pleine mythocratie.
doublé d'ailleurs d'une médiocratie ambiante. Parce que, prenons les indicateurs. Qui est d'accord avec le code électoral? Si nous prenons les chiffres électoraux eux-mêmes, vous savez comme moi que, premièrement, une partie seulement de la population en âge de voter est inscrite sur les listes électorales. Une partie seulement. Le potentiel est évalué à environ 15 millions d'électeurs potentiels, en tout cas de Camerounais en âge de voter. Ils sont environ 15 millions. Sur les 15 millions qui ont l'âge de voter, vous voyez que quand on prend même la population en âge de voter, on n'est pas aux 25-30 millions de Camerounais. On a déjà fractionné. Sur les 15 millions environ en âge de voter, il n'y a que 6 millions et demi, 7 millions d'inscrits sur les listes électorales. Et même ces 7 millions, si on extrapole, d'inscrits sur les listes électorales, combien sont ceux qui ont effectivement voté? C'est dans cette petite marge-là qu'on appelle l'écrasante majorité. Vous voyez l'art d'être hors sujet. Parce que on a fait croire aux Camerounais que même s'abstenir ne pouvait pas être considéré comme une expression. Vous entendez souvent les bruits du silence. Et parfois, ils sont plus tonitruants que l'expression de certaines voix, de certaines paroles. Justement, et dans le cas du Cameroun, je termine par là, parce que vous m'avez relancé sur la question du système électoral. La question fondamentale de la désaffection qu'on observe vis-à-vis de la chose électorale, que M. Rifoué veut réduire aux partis politiques. Non, M. Rifoué. La question politique et électorale ne concerne pas premièrement les partis politiques, mais les citoyens. C'est la première des institutions du reste. Pourquoi est-ce que les citoyens sont éloignés ou se tiennent éloignés de la chose politique et électorale? Parce que vous avez créé un système qui leur a dit qu'ils ne servent à rien. Et tant que ce système que vous avez créé continuera de leur tenir le langage que eux ils comprennent, contrairement à ce que vous avez prétendu tout à l'heure en ce qui concerne la Belgique, que eux ils comprennent bien, tant que vous ne changez pas ce système électoral, vous n'aurez pas la légitimité pour prétendre exercer la souveraineté du peuple camerounais. Et la diaspora camerounaise, quant à elle, a compris qu'il faut multiplier les revendications devant les institutions internationales, Patrick Rifoué, devant le Parlement européen, le siège des institutions de l'Union européenne, partenaire stratégique du Cameroun, des doléances, des plaidoyers qui sont menés par ces activistes de la diaspora. Est-ce que cela embarrasse autant le gouvernement de voir depuis près de 2 ans ces multiples manifestations des activistes camerounais revendiquant à la fois la résolution de la crise anglophone et cette réforme du système électoral? Écoutez, quand on met bout à bout les manifestations devant les institutions internationales, ça ressemble à un assemblage de films de série, de titres de films de série Z. Opération Barracuda, Opération Terminus, Opération Débarquement, et ainsi de suite. Bon, le résultat, c'est quoi au final? Parce que, comme disait Deng Xiaoping, quelle que soit la couleur du chat, pourvu qu'il attrape les souris. Moi, je suis désolé, hein, c'est-à-dire la manifestation qu'on a eue là, récemment, ça ressemble en réalité au chant du cygne. C'est-à-dire qu'il y a un essoufflement de ces manifestations qui étaient très intenses fin 2018, qui étaient récurrentes en 2019. Et là, le mouvement s'essouffle. Il y a une balkanisation au sein de ce mouvement entre les résistants eux-mêmes, entre les résistants et les Amazones. Bon, au final, nous exerçons la souveraineté. Le gouvernement camerounais est bien aux manettes, n'en déplaise à Maître Diéou. Le gouvernement camerounais est bien aux manettes de l'État du Cameroun. Depuis 40 ans, et ça se voit. S'il vous plaît. Je m'excuse. Je ne vous ai pas interrompu. C'est pour ça que je m'excuse. Souffrez de m'écouter. Le gouvernement camerounais est bien aux manettes. Nous sommes à l'écoute de ce que nos partenaires étrangers peuvent nous dire. Nous sommes à l'écoute des recommandations qu'ils peuvent nous faire. Nous sommes à l'écoute des conseils qu'ils peuvent nous prodiguer. Mais il appartient au gouvernement en dernière instance de trancher. Je veux corriger 2 ou 3 choses qui ont été dites par Maître Diéou. 15 millions de Camerounais en âge de voter. Je ne vois pas sur la base de quoi. Nous sommes 25 millions. Et justement, si Cabral Libye avait décidé de créer le mouvement 11 millions de Camerounais, c'est parce que les estimations
considérer que les Camerounais de plus de 21 ans sont 11 millions. Donc il n'y a pas 15 millions de Camerounais aujourd'hui en âge de voter. Et personne n'est... En attendant les statistiques officielles révisées, personne n'est capable à nous donner, parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Qui ont entre 15 ans et 25 ans représentent 80% de la population camerounaise. Oui, vous dites bien entre 15 ans et 25 ans. Et 25 ans. Maintenant, dans cette fourchette-là, la majorité se trouve entre 15 et 21 ans. Donc, si on est à 21 ans quand même. Je dis, la majorité se trouve entre 15 et 21 ans. Dernière chose, je l'ai entendu parler de mythocratie. Mais le roi des mythos dans ce pays s'appelle Maurice Kamto. Et pourquoi, selon vous? Parce que c'est le président du mensonge. Il ressemble exactement à Satan qui ment en premier. C'est-à-dire que son mensonge originel, son mensonge initial, c'est « Je suis le vainqueur de l'élection présidentielle de 2018 ». Il n'a jamais été capable d'en apporter la moindre preuve. Maurice Kamto, qui est un féru des réseaux sociaux, comme l'a indiqué son directeur de campagne, Paul-Éric Kingé, s'il avait le moindre élément qui prouvait qu'il avait gagné cette élection, il n'aurait pas attendu de se retrouver au Conseil constitutionnel. Ces éléments-là circuleraient sur les réseaux sociaux. Mais il n'avait rien. Mais en échange, le MRC a demandé justement au Conseil constitutionnel de pouvoir présenter les différents procès-verbaux qui donneraient la victoire au candidat du RDPC. Est-ce que dans ce cas-là aussi, ces procès-verbaux ont été ventilés sur les réseaux sociaux pour confirmer aussi la victoire du chef de l'État? Je conçois parfaitement cette objection, mais je suis désolé. Il y a une procédure pour plaider au Conseil constitutionnel. Ce n'est pas au Conseil où il n'y a pas un procureur, c'est-à-dire il n'y a pas de ministère public, ce n'est pas au Conseil de prouver les éléments à charge ou à décharge. Celui qui introduit une requête doit apporter les éléments en soutien de cette requête-là. Donc, n'ayant pas de ministère public, le Conseil n'était pas tenu de prouver les allégations de Maurice Kamto. Il appartenait à ses conseils, à lui, de prouver que c'est lui qui avait gagné cette élection-là. Avant que Roland ne puisse réagir, Maître Simon-Serge Kaka, sur ce débat, le RDPC estime que ces manifestations des Camerounais n'ont aucune portée sur le plan international. Cependant, il dit être sensible aux recommandations qui peuvent être faites par ses partenaires, mais il lui revient en dernier ressort de trancher sur l'opportunité d'implémenter ou non certaines mesures. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, rien de nouveau dans ce discours. Permettez-moi, Cédric, de le dire de manière objective. Vous savez, lorsque je suis Patrick, j'ai le sentiment que dans le RDPC, tous sont les mêmes musiciens. Ils ont les mêmes mots, les mêmes discours et surtout les mêmes postures. En fait, ce que je vais faire observer, il y a deux choses qui m'ont donné la chair de poule dans ces développements tout à l'heure. Il a dit que, en fait, pour lui, le consensus est une notion suspecte. Alors là, c'est quelque chose de très grave. Parce qu'en réalité, il faut qu'on soit sérieux. Lorsqu'on parle de démocratie dans un pays, il y a deux piliers qu'il faille développer. Il y a ce qu'on appelle le consensus politique, qui permet, j'allais dire, d'améliorer l'univers politique. Parce que quand l'univers politique n'est pas clair, rien ne peut se faire de manière démocratique. Et je pense effectivement que le premier problème que nous avons au Cameroun, c'est que justement, le contexte dans lequel se déroule le jeu politique n'est pas clair. Il n'est pas clair parce qu'effectivement, on a l'impression que les textes ont été taillés pour rendre service à une formation politique. Et on a également le sentiment que ceux qui animent la régulation politique ne sont pas différents des acteurs politiques d'une certaine formation politique, qui est malheureusement la formation politique de M. Patrick Mfoé. Donc, aujourd'hui au Cameroun, on ne peut plus parler d'élection démocratique sans un préalable. Et le préalable, de mon point de vue, c'est la réforme du système électoral, et qui doit être consensuel. Il faut trouver un consensus politique. Tout à l'heure, il a parlé de 300 formations politiques qui sont légalisées au Cameroun. Je le lui concède. Mais ce qu'il n'a pas voulu dire, et je pense que c'est Roland qui l'a repris là-dessus, c'est qu'il ne nous a pas démontré que le parti au pouvoir et son gouvernement ont adopté une stratégie invitant ces 300 partis politiques à participer à la mise en place des règles du jeu politique. Il ne l'a pas fait. Il a parlé par exemple des partis politiques qui ont pris part à l'élection présidentielle de 2018. Mais là également, il ne nous a pas prouvé que ces acteurs politiques qui ont été présents
à la présidentielle de 2018 ont été invités à l'amélioration du jeu électoral. Il a parlé des partis politiques qui sont représentés aujourd'hui à la représentation nationale, ça veut dire l'Assemblée nationale. Là également, on n'a pas le sentiment que ces formations politiques ont été invités à ce débat. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'ils pensent, la première chose pour juguler la crise politique qui victimise le Cameroun, c'est d'inviter tous les acteurs politiques à s'entendre sur les règles du jeu politique. C'est ça qu'on appelle le consensus politique. Même la fameuse crise que nous avons, la crise sécuritaire du NOZO, ne peut trouver de vraies solutions que surtout les acteurs politiques sont appelés à un véritable échange. Pas ce qui s'est passé au mois d'octobre dernier. C'est pour ça que nous autres, nous avons pensé, lorsque nous avons suivi qu'il y avait des négociations, peut-être on va en parler tout à l'heure, entre les sécessionnistes et le gouvernement, nous nous sommes dit que non, là également les choses sont biaisées. Là également les choses sont biaisées parce que pour mener un dialogue de cette importance, il faut que tous les acteurs politiques aient leur mot à dire. Moi je vais vous dire, sur nous à l'Union de population du Cameroun, nous sommes en train de mener une réflexion pour voir quelle contribution, maintenant que nous sommes sortis, j'allais dire, de l'illégalité à nous imposer par le gouvernement, quelle contribution on peut apporter maintenant pour le règlement de cette crise. Donc en réalité, on ne peut rien bâtir de sérieux aujourd'hui dans ce pays, de constructif et de démocratique aujourd'hui au Cameroun, sans associer tous les acteurs politiques. Pour moi, le consensus politique n'est pas une notion suspecte, mais c'est une notion qui est réelle et qui doit apporter, j'allais dire, une contribution déterminante à la normalisation sécuritaire et politique de notre pays. Et avant d'arriver à la révision du système électoral, Edmond Kandia, les exigences à la fois des activistes camerounais et de l'opposition, c'est la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cela fait déjà plus de mois que le secrétaire général des Nations Unies a réussi à faire adopter cette résolution demandant une trêve mondiale de 90 jours en raison de la pandémie du Covid-19. Il y a eu des premiers contacts au Cameroun entre séparatistes et autorités camerounaises et depuis plus rien. Comment vous analysez la démarche visant à aller vers ce processus de paix qui est tant sollicité depuis de nombreuses années? Céline Noufelé, je vais répondre à cette question, mais avant, je ne peux pas m'empêcher de réagir à la première sortie de M. Riffoy, qui est caractéristique de ce que tous ses camarades communicants du RDPC sur les plateaux sont coutumiers, c'est-à-dire la mauvaise foi et la tentative systématique de banalisation des actions menées par l'opposition et la société civile. La mauvaise foi, parce que toute lecture qui est menée, aussi bien par ses camarades que par lui-même sur ce plateau, sur les actions qui sont menées par les activistes et même par les acteurs de la société civile et même ceux de l'opposition, la première réaction, c'est de montrer que c'est rien du tout, que ça n'apporte rien. Et lorsqu'on sait le contexte socio-économique dans lequel nous nous trouvons, et qu'on voit les Camerounais agir au sein de la diaspora, qui continuent à mener des luttes, des revendications. Et ces dames-là, nos sœurs, qu'on a vues sur les réseaux sociaux, qu'on a vues dans les médias, qu'on a pu à travers la presse internationale, parce que là, il faut dire qu'elles ont marqué un grand coup. Elles ont marqué un bon point, parce que c'est toute la presse internationale qui a rendu compte de leur action. C'est la presse européenne, c'est la presse africaine, c'est la presse camerounaise. Tout le monde s'est intéressé à ce qu'elles ont fait. Et à la méthode parce que la méthode qu'elles ont utilisée n'a rendu personne indifférent. Ça a poussé les gens à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi elles se sont dénudées. Mais c'est parce qu'elles ont mis l'accent sur les revendications politiques, sécuritaires, économiques, sociales du Cameroun, à travers les écriteaux, à travers les banderoles, à travers tout ce qu'elles proclamaient à Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe. Donc le lieu même où s'est déroulée l'action est symbolique. L'action qu'elles ont menée est symbolique. Les acteurs ne sont pas des moindres, c'est des chefs d'État et de gouvernement. Je dis, elles n'ont pas loupé leur cible. Parce que je dis, toute la presse internationale s'intéresse à ce qui s'est passé. La presse écrite, l'audiovisuel européen, africain et même américain s'intéresse sur l'action qu'elles ont menée et sur la méthode qu'elles ont utilisée. Donc, c'est avoir la mauvaise foi
que de laisser penser que ce qui s'est passé n'était rien du tout. Maintenant, rentrons sur la banalisation systématique. Une double banalisation, d'abord sur l'action symbolique menée par nos sœurs, la diaspora, mais également sur la notion forte, politique, de consensus. Et sur ce second point, je vais m'aligner dans le même sens que Maître Serge Kakak. Terminons d'abord avec les Amazones. Pour vous dire, monsieur Rifoy, vous ne pouvez pas banaliser l'acte qu'elles ont posé. Dans ma première sortie ici, j'ai dit que ce n'était même pas la première action du genre menée par les Camerounaises. On l'a vu dans la société traditionnelle. Et vous-même, vous l'avez dit que c'est une malédiction qu'elles adressent à leurs interlocuteurs qui ont posé... Quand on est en Afrique... Oui, je l'ai dit. Oh, elle s'adressait à des Occidentaux. Vous permettez que je développe? Bien sûr. Parce que je ne vous ai pas compris. Vous savez, je suis très poli. C'est comme ça qu'on m'a enseigné. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Permettez que je développe. Donc, j'ai dit, vous-même, vous avez dit que c'est un signe de malédiction quand une femme se dénude. Et là, je suis d'accord avec vous. Mais je ne suis pas d'accord sur tout ce que vous avez développé par la suite. Parce que, et je l'ai dit lors de ma première sortie, que elles ne sont pas les premières à l'avoir fait sur la scène politique. Leurs aînés l'ont fait au Cameroun. Ça s'est passé même avant les indépendances. Mais nous sommes restés dans les années 90 avec des exemples précis pour vous montrer que c'est dans la lutte politique, les femmes ont utilisé le nu. Et ça a porté des fruits. On a pu libérer des gens parce que les femmes ont marché ici au Cameroun dans les années 90. Et ce qu'elles font là-bas, nos Amazones, dans leurs revendications, par rapport à la crise anglophone, elles demandent de libérer toutes les personnes arrêtées. Il y a des hommes et des femmes qui ont été arrêtés. Elles demandent de libérer toutes les personnes arrêtées dans la crise politique pour régler la crise. Elles demandent que le pays soit bien géré. Problème de gouvernance. Elles demandent que la crise anglophone trouve une solution. La question sécuritaire. Elles ont posé tous les problèmes. Ces femmes, ces dames, nos soeurs, nos mères. C'est pour vous dire que banaliser l'action ou la symbolique de l'action, mais vous serez le seul à le faire. Parce que les autres Camerounais ne banalisent pas l'acte qu'elles ont posé. Et je dis que c'est dans la continuité des actes menés par leurs aînés et qui ont porté des fruits. Et je crois que l'action qu'elles ont menée vont porter des fruits. Parce que les chefs d'État et de gouvernement qui étaient là-bas, qui se sont réunis, qui ont eu écho de ce qui s'est passé autour d'eux, vont réfléchir sur leurs revendications. Ça, c'est ce que je tenais à dire. Mais je voudrais davantage insister sur la notion de consensus que vous avez qualifié de suspecte. Et ça m'étonne que cela vienne d'un communicant du RDPC. Parce que même le RDPC a reconnu la nécessité du consensus dans la vie politique au Cameroun en 1991. Peut-être parce que vous ne connaissez pas l'histoire de la vie politique du Cameroun. Vous ne connaissez pas l'histoire de la tripartite. Le premier principe retenu par l'opposition et le parti au pouvoir à la rencontre tripartite d'octobre-novembre 1991 est que toutes les décisions seront consensuelles. Rapprochez-vous des hommes politiques du RDPC, ils vont vous le dire. Rapprochez-vous des hommes politiques proches du RDPC, de la plateforme UNDP, ils vont vous dire, ils étaient là. Bello Boba était à la rencontre tripartite, l'UDC. Toutes les formations, la plupart des formations politiques de l'opposition du pouvoir avaient retenu comme principe, c'est le consensus qui va guider nos décisions. De dire ici sur ce plateau que cette notion est suspecte, rend suspect votre communication, M. Rifoy. Parce que les décisions consensuelles ont abouti à l'adoption de la Constitution du 18 janvier 1996. Beaucoup de ces dispositions ont été adoptées de manière consensuelle à la tripartite. Même comme par la suite, certaines dispositions ont subi ce que j'appellerais un nettoyage. Après la modification de 2008, où de manière unilatérale, le chef de l'État avec son gouvernement, à travers des projets de loi, ont essayé de, j'allais dire, de sortir, et notamment l'article sur le verrou du mandat présidentiel. Ça faisait partie d'une décision consensuelle, M. Rifoué. Peut-être que vous ne le savez pas. Même pour bien c'est que les décisions, pour qu'elles soient efficaces depuis 1991, il faut qu'elles soient consensuelles. Même Paul bien le sait. Mais vous dites ici que cette notion est suspecte. Ça veut dire que le grand dialogue national qui a été convoqué à Yaoundé, qui était censé regrouper les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, sur la base du consensus pour les recommandations, a
En réalité, ce n'était qu'un gros machin. Cela signifie qu'il n'y avait aucune volonté de consensus lors de cette rencontre. Et que même ces recommandations qu'on a qualifiées de consensuelles ne l'étaient pas. Mais c'est grave, M. Rifoué. Je crois qu'il faut réfléchir par deux fois avant de qualifier de suspect une notion que même votre gouvernement, même votre chef d'État, même votre parti reconnaît la nécessité. On ne peut pas évoluer au Cameroun sans tenir compte du consensus. Et même la communauté internationale, notamment dans la dernière résolution 2019 du Parlement européen, que les Amazones ont évoqué, parce qu'elles ont évoqué des recommandations qui figurent, des points importants, qui figurent dans la résolution du Parlement européen sur le Cameroun, sur deux points notamment. La nécessité pour l'ensemble des acteurs politiques de se retrouver et se concerter avant toute élection, procéder à la révision consensuelle du système électoral. C'était le premier point. L'un des points également qui figure dans la résolution du Parlement européen, c'est que les acteurs politiques doivent se retrouver par rapport à la crise anglophone pour trouver un dialogue. Et ce dialogue-là, il faudrait que le gouvernement et les autres parties prenantes, c'est-à-dire les sécessionnistes, puissent se retrouver dans un cadre qui leur permette de dialoguer et de parvenir à un cessez-le-feu, lequel sera nécessaire pour permettre la résolution durable, je dis bien, durable et définitive de la crise anglophone. Ces Amazones ont posé ce problème, M. Rifoué. Vous le saviez peut-être pas. Maintenant, vous avez posé une question. Est-ce que la rencontre qui s'est tenue le 2 juillet dernier va pouvoir se poursuivre dans le contexte actuel où il y a des sorties qui laissent penser qu'il y a une controverse, non seulement sur le contenu de la rencontre entre la partie gouvernementale et les leaders sécessionnistes, mais aussi sur l'appréciation qui peut être faite de ce début de contact entre les deux parties. Nous pensons que, et c'est primordial, que le gouvernement a tout intérêt à ce que les deux parties se retrouvent le plus tôt possible pour poursuivre ces contacts en vue de parvenir à un cessez-le-feu que l'ONU a recommandé à travers une résolution récente, mais également à travers un appel incessant que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé. Un cessez-le-feu partout où il y a des conflits à travers le monde, pour parvenir à ce que la résolution a indiqué comme étant une pause humanitaire durable de 90 jours pour faciliter les aides humanitaires, mais également pour lutter de manière efficace contre le coronavirus. Après vous, Edmond Kamgia, Maître Roland Diou, le représentant du parti au pouvoir estime que le professeur Maurice Kamto est le roi du mensonge au regard de ses multiples sorties qui sont contradictoires de son point de vue et qui ne reflètent pas la réalité de la situation politique du Cameroun, à savoir que le chef de l'État, Paul Biya, a été réélu, victoire confirmée par le Conseil constitutionnel, et que les autres sorties concernant la gestion du Cameroun ne reflètent pas la gouvernance actuelle selon le RDPC. Que répondez-vous à ça? Je note avec plaisir que la stratégie de communication du RDPC vis-à-vis du MRC a quelque peu évolué. Aujourd'hui, ils essayent d'utiliser une technique qu'on pourrait qualifier de miroir, sauf que c'est eux-mêmes qu'ils se voient à l'intérieur. Je précise une chose sur les Amazones, sur les activistes de Bruxelles, pour rappeler quelque chose qui va en cohérence avec ce que M. Kamga a dit tout à l'heure et qui a été rappelé sur son compte Facebook par Mme Maximilienne Gombe en ce qui concerne les manifestations de femmes en 1991, ici même à Douala. Elle a voulu indiquer que il ne s'agissait pas d'une seule catégorie de femmes, parce que dans le post que moi j'ai lu, elle indiquait que c'était des femmes de toutes conditions sociales et de toutes conditions, on va dire, culturelles ou même sociologiques. De la même manière que ces Amazones qu'on voit à Bruxelles sont des Camerounaises de la diaspora de toutes conditions sociales.
contrairement à l'idée que veulent véhiculer les amis de M. Rifoué sur le fait que ce serait peut-être des personnes qui, dans la diaspora, auront des problèmes existentiels. Ça, c'est dit en passant. De toutes les manières, on peut choisir de regarder seulement le doigt quand on vous montre la lune. Et le RDPC excelle particulièrement dans ce art-là, ce qui le caractérise, notamment avec son autisme. Maintenant, pour revenir à cette boutarde, parce que je crois que c'est une grosse boutarde, que M. Rifoué, que le docteur Rifoué a voulu lancer à l'opinion pour que cela fasse les choux gras des réseaux sociaux ces jours-ci. Parce que vous voyez, avec la formule qui va avec Maurice Kamto, le roi des mythos, c'est une formule qui cache mal une autre mythocratie. Je note pour m'en satisfaire que désormais, pour vous, M. Paul-Éric King est devenu une source crédible et que vous citez à tout va, de sorte que vous pouvez dire à l'antenne, à nos millions de téléspectateurs, que Maurice Kamto est féru des réseaux sociaux parce que M. Paul-Éric King l'a dit. Je prends cela pour ce que c'est. Mais je ne vais pas vous répondre sur cette question, parce qu'on sait, nous tous ici au Cameroun, qui est le roi des mythos. La preuve, Transparency International, ce n'était pas Maurice Kamto, à moins que j'ai loupé un épisode. Transparency International, pour la gouverne de nos téléspectateurs, s'est réveillé un matin et a découvert qu'au Cameroun, on présentait à la télévision publique nationale des gens comme étant leurs mandataires, qui auraient observé les élections au Cameroun et qui en disaient beaucoup de bien, comme vous le dites d'ailleurs, parce que pour vous, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Sauf que, il n'en était rien, c'était un Transparency International fabriqué de toutes pièces pour les besoins de la cause, quelque part entre le RDPC et le gouvernement du Cameroun. Dieu seul sait pourquoi, mais je me pose la question à qui profite le crime. Vous voyez, la mythocratie du régime Biya s'exprime à travers ses communicants au sujet de la conception même qu'ils ont des institutions chargées de garantir la transparence de la vie publique. Je veux parler du Conseil constitutionnel dont vous avez fait une description un peu hasardeuse. Et quand je dis un peu hasardeuse, je suis très poli parce que je fais observer quand même que le Conseil constitutionnel, selon le texte même de la loi qui règle son fonctionnement, indique ce Conseil constitutionnel, veille à la régularité des opérations électorales. Votre exégèse qui consiste à dire qu'il n'y a pas de ministère public qui devait prouver que les allégations de Maurice Kamto étaient vraies. Vous vous êtes vous-même mêlé les pinceaux, vous vous êtes attaché avec la propre corde que vous avez voulu tendre. Pour indiquer que quoi, M. Rifoué? Si le Conseil constitutionnel, selon la loi, et je cite, doit veiller à la régularité des opérations électorales, cela suppose, à contrario, qu'avec ou sans recours, je répète, le Conseil constitutionnel doit quand même continuer de veiller à la régularité des dites opérations électorales. Précisément parce que c'est à ce Conseil qu'incombe cette responsabilité. C'est au Conseil de démontrer précisément que les opérations électorales ont été effectuées de manière régulière. Je parle de démontrer. Pire encore, quand on vous donne, à vous du Conseil constitutionnel, des éléments factuels qui démontrent que on ne peut pas se contenter simplement de résultats compilés dès lors qu'il y a, et c'est patent, des irrégularités observées. En troisième lieu, si vous aviez consulté cette loi, elle indique que le Conseil, il lui est loisible, d'auditionner des témoins. Si vous avez suivi le contentieux, il ne vous a pas échappé que des témoins ont été auditionnés devant le Conseil constitutionnel. On a assisté d'ailleurs à une coalition entre, et je ne sais pas si les gens du RDPC s'en étaient rendus compte, on a eu une coalition entre le RDPC, l'administration territoriale et l'armée camerounaise lors du contentieux de l'élection présidentielle de 2018, parce que c'est le RDPC qui avait fait citer comme témoin, comme ses témoins, le représentant du ministère de l'administration territoriale
et les responsables de l'armée, dont certains avaient oublié leur carte nationale d'identité dans la voiture en bas. Dieu seul sait s'ils l'avaient eux-mêmes, quand on sait comment c'est difficile d'avoir la carte d'identité ces jours-ci. Donc, vous voyez bien que on est dans un contexte où toute l'administration, et singulièrement l'administration chargée de ce qui est le cœur de la souveraineté populaire, c'est-à-dire la dévolution du pouvoir, et en l'occurrence la dévolution du pouvoir suprême, est aux mains d'un petit club de personnes qui se croient investies de la science infuse et qui disent en gros: nous avons le pouvoir, nous l'exerçons. Et là je cite le docteur Rifoué. Mais je vous rassure, monsieur Rifoué, cela n'est pas un secret, on vous voit au pouvoir depuis une quarantaine d'années. Et je cite à votre suite Deng Xiaoping, qui après avoir dit que si un chat, peu importe sa couleur, attrapait la souris, ce serait un bon chat, il avait aussi dit que le seul critère de vérité, c'est la pratique. Si vous étiez des gouvernants meilleurs, excellents, et pas médiocres, comme c'est le cas, cela se saurait, parce que ça fait quand même une d'années. Je vais confesser que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que vous n'avez pas de bilan. Que vous avez un bilan élogieux. Parce que voyez-vous, si on vous remet un immeuble comme celui où trône le groupe Equinox, et on vous demande de le détruire, il faut un certain talent pour réussir à le détruire, même après 40 ans. Comme ce pays a été détricoté minutieusement, avec efficacité, le long du règne, parce qu'il règne, il ne gouverne pas. Vous voyez? Il se comporte un peu comme la reine d'Angleterre, il fait des apparitions. Au-delà de ce débat sur l'élection présidentielle, on ne va pas refaire ce débat, mais il y a une question importante qui se pose depuis 2016 jusqu'à 2020 concernant la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles les Amazones et autres activistes camerounais multiplient les manifestations devant les institutions françaises à l'étranger et européennes à Bruxelles. Sur cette question, Maître Roland Duhaut, en quelques mots, il y a eu les contacts préliminaires entre le gouvernement et les séparatistes et depuis, plus rien. Aujourd'hui encore, nous sommes à moins de 2 mois de la trêve demandée par l'ONU, qui a adopté une résolution il y a près de mois concernant une trêve mondiale pour des raisons humanitaires et que le gouvernement s'est engouffré dans cette brèche à travers ses contacts préliminaires. Mais sur la question de négociation, pour vous, les enjeux aujourd'hui, c'est quoi concrètement? Avant de répondre à l'urgence de la vie ou l'enjeu de l'urgence, c'est vite observer à nos téléspectateurs que ceux qui les gouvernent depuis 40 ans n'ont pas eux-mêmes compris la nécessité de faire arrêter une guerre fratricide. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où vous avez dans votre propre maison vos enfants qui se bagarrent et il faut qu'on crie de par le quartier pour que vous essayiez de voir s'il est possible d'envisager une discussion pour faire finir la bagarre. Quand bien même, justement, tous les cris du monde entier, en commençant par ceux de l'intérieur, vous demandent de faire tout ce qui est possible pour qu'il y ait justement le cadre du dialogue ou de la négociation, appelons ça comme on veut. L'essentiel étant que l'on puisse faire avancer cette question et que l'on la résolve de manière durable. On voit encore le gouvernement de la République s'illustrer parce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire la mauvaise foi. Parce que quel est le péché que cela entraîne d'avouer, d'assumer que nous sommes en train de discuter, même si on n'est pas dans des négociations? Qu'est-ce que cela empêche? Simplement parce que vous aurez l'impression que le professeur Maurice Kamto l'avait dit avant et que vous seriez en train de faire du Maurice Kamto sans du Maurice Kamto. Je peux vous rassurer, je peux même avancer sur cette question. Si ça peut vous faire plaisir de considérer qu'il n'a jamais dit ça, pour l'intérêt du Cameroun, faites-le, ne le citez même pas. Mais ce qui est constant, c'est qu'au MRC, on a eu raison depuis 2012. Parce que dans le projet de société de notre parti, il avait déjà été clairement indiqué qu'il fallait trouver une solution. Et une solution concertée, consensuelle, pour régler la question anglophone. Par la suite, et je prends le marqueur temporel que vous avez indiqué, c'est-à-dire 2016, et je me souviens d'un meeting à Bamenda
en Ngaoundéré, pardon, à l'occasion duquel, alors même qu'il n'y était pas à Ngaoundéré pour parler de la crise anglophone, lorsqu'il y a eu les premiers cas, il a complètement changé d'orientation pour se pencher sur la question du Nord-Ouest en indiquant déjà à cette époque-là que selon lui, selon le MRC et selon une bonne partie de la population camerounaise, y compris d'autres formations politiques, parce qu'on entend ce qui est dit sur la question sur la place publique, il faut créer le cadre du dialogue sincère et inclusif. Donc, les tentatives ou les allégations de négociations qui sont annoncées, je reste optimiste. J'espère, je suis obligé d'en être qu'au stade de l'espoir, j'espère que ces négociations créeront définitivement le cadre qui permettra à ce qu'il y ait effectivement un cessez-le-feu dans ces zones-là et une résolution de cette crise. Ce cessez-le-feu que les Camerounais attendent depuis plusieurs années. Contact préliminaire et 2 semaines après, il n'y a pas de suite officielle sur ces discussions entre les mouvements séparatistes et le gouvernement camerounais. On a vu une manifestation des avocats de Sisiko Ayoutabé empêchés de pouvoir discuter avec leurs clients vendredi à la prison centrale de Yaoundé. Comment expliquer que le gouvernement entame des contacts préliminaires avec l'idée du mouvement séparatiste et de l'autre côté, le ministère refuse que les avocats aient accès à leurs clients. Pour expliquer une duplicité de la part du gouvernement et de l'autorité camerounaise. Il me semble que la ligne du gouvernement est une ligne qui n'a pas varié. C'est une ligne que je résume dans le syntagme fermeté et ouverture. Fermeté face aux actes terroristes et aux différents brigandages qui sont perpétrés dans les régions du Nord et du Sud-Ouest, et l'ouverture pour négocier, bien entendu, avec les anges de la mort qui ont déscolarisé massivement nos frères et nos sœurs de ces régions-là, qui ont coupé des mains et des pieds là-bas pour empêcher aux enfants d'aller à l'école, qui ont occupé des établissements pour en faire leur base, et le gouvernement, malgré tout, reste ouvert à une solution négociée. Cependant, le gouvernement a fixé une ligne rouge qui consiste à dire nous sommes prêts à discuter de tout, mais nous ne discuterons pas de sécession. Il faut savoir que s'il y a eu des contacts avec la faction Ayoutabé, la faction Ayoutabé, au sein de laquelle il est d'ailleurs contesté, n'est pas la seule qui possède, on va dire ça ainsi, une milice terroriste dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc, lorsqu'on parle de paix durable, ce n'est pas simplement en discutant avec Ayoutabé qu'on y parviendra. Mais on a quand même eu une émulation au sein de la communauté des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à la suite de l'annonce de ces contacts préliminaires entre Sisiko Ayoutabé et les autorités camerounaises. On a vu d'autres groupes séparatistes qui ont été intéressés à la suite de cette attitude du gouvernement et des leaders Sisiko Ayoutabé. Est-ce qu'il ne faut pas justement presser le pas dans le cadre de ces discussions pour pouvoir répondre aux conditions préalables qui ont été posées et parvenir à ce fameux consensus pour un accord de sécurité? Oui, j'entends votre question et je vois exactement ce qu'il y a derrière. Depuis que cet épisode de la crise anglophone sévit, parce que ce n'est absolument pas le premier, cette crise anglophone, nous l'avons hérité de la colonisation, depuis que cet épisode de la crise anglophone a ressurgi, depuis que cet épisode de la crise anglophone a ressurgi, on a vu le gouvernement se mobiliser pour arriver à une situation qui soit une situation de paix dans cette zone. Et à chaque fois, moi je suis impressionné par le tour que les échanges prennent, parce qu'on exige tout du gouvernement, mais on n'a jamais rien demandé aux factions sécessionnistes. Moi j'ai envie de poser une question simple. Depuis 2017, les sécessionnistes ont fait quoi précisément pour qu'on en revienne à une situation de paix? Parce que dans cette crise, il n'y a pas que le gouvernement, il y a les sécessionnistes. On peut faire le bilan
de ce que le gouvernement a fait ou essayé de faire pour en arriver à une situation de paix, mais on ne sait absolument pas ce qui a été exigé aux sécessionnistes, qui ont des exigences sans fin. Ça ressemble exactement à la négociation qu'il y avait eu à Bamenda, au cours de laquelle ils sont entrés dans la salle de négociation, il y avait 8 revendications, et quand ils en sont ressortis, il y en avait 23. C'est-à-dire, c'est quand même extraordinaire. Pendant les négociations, le nombre de revendications a augmenté. Et on est exactement dans la même situation où on demande au gouvernement de donner sans cesse, sans rien exiger de ceux qui sont en face. Moi, je dis, ce n'est pas responsable. Je voudrais rebondir sur 2 ou 3 choses parce que j'ai été interpellé par Edmond et par Maître Diérou. Edmond estime que je fais preuve de mauvaise foi et de tentative de banalisation. Bon. Je suis désolé si je n'ai pas vu un tsunami dans la tempête d'un verre d'eau qu'il y a eu à Bruxelles. Je suis vraiment désolé. Mais que voulez-vous que je fasse? On ne peut pas qualifier autrement l'agitation qu'il y a dans un bocal, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne porte à aucune conséquence, ça n'enraye pas le fonctionnement régulier des institutions, ça peut mettre la puce à l'oreille de nos partenaires qui viendront engager une discussion avec nous, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Autre chose, je maintiens ce que j'ai dit au Conseil constitutionnel, la charge de la preuve incombe à celui qui se plaint. Il faut que ce soit clair, ça ne sert à rien. Il a dit que ma présentation était inexacte, mais l'article qu'il cite ne contredit en rien ce que j'affirme. La charge de la preuve incombe à celui qui porte plainte devant le Conseil constitutionnel. Pour terminer, pour revenir sur la crise anglophone, le gouvernement avait accepté de négocier à Bamenda. Les 8 revendications initiales, le gouvernement les avait concédées. Mais au final, il n'y avait pas eu d'accord parce qu'ils sont passés de 8 à 23 revendications. Le gouvernement a recruté plus de 1000 enseignants d'obédience anglophone. Le gouvernement a recruté des instituteurs. Le gouvernement a mis sur pied le grand dialogue national, à la suite duquel nous avons le DDR. À ce jour, il y a plus de 450 combattants qui ont déposé les armes, dont le non moins célèbre général Nambéré. Le gouvernement a mis sur pied, le gouvernement a fait voter à la suite du grand dialogue national le Code général des collectivités décentralisées. Le gouvernement reste ouvert. Moi, j'attends toujours de voir ce que les sécessionnistes, dont certains ont pas mal de supporters dans les formations politiques au Cameroun, j'attends toujours de voir ce que les sécessionnistes ont proposé, ce qu'ils ont fait concrètement pour en arriver à une situation de paix. En votre suite, Patrick Rifoué, Maître Simon Siage Qatar, le RDPC qui estime que le gouvernement en a assez fait depuis le début de cette crise anglophone, en partant des premiers épisodes en 2016, et estime que la balle est dans le camp des mouvements séparatistes qui doivent aussi faire des concessions pour parvenir à cet accord de cessez-le-feu. Pour vous, quelle est votre position sur ce sujet? C'est-à-dire que depuis 4 ans, tous les communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais viennent sur les plateaux de télévision pour vous tenir ce discours. Le même discours. Le discours que le gouvernement a trop fait. Le gouvernement a trop dialogué. De l'autre côté, il n'y a jamais eu d'évolution. Mais c'est très faux. C'est archi faux. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que, en fait, à chaque fois que le gouvernement a essayé de dialoguer, lui-même a biaisé encore les débats. Vous savez, lorsque vous invitez quelqu'un au débat, il y a 2 choses qui vous devez faire. Première chose, vous devez définir ensemble l'ordre du jour. Ce n'est pas vous qui imposez que, comme nous allons discuter, on ne va parler que de ça ou de ça. Non. Même dans les réunions familiales, même quand vous vous retrouvez au quartier, lorsque vous vous retrouvez en réunion, vous arrêtez ensemble l'ordre du jour. Dans la plupart des cas, ceux qui président la réunion proposent l'ordre du jour qui est adopté de manière consensuelle. Je reviens encore sur le mot consensus. Parce que pour moi, c'est le consensus qui est à la base du jeu politique. C'est le consensus qui est à la base de toute discussion. Lorsque le consensus est inexistant, rien ne peut être discuté. C'est le gouvernement qui vous dit, on va se retrouver. C'est le gouvernement qui définit ceux qui doivent venir. Alors que la question qui est posée,
C'est une question qui interpelle, j'allais dire, la communauté nationale camerounaise. Tout à fait. C'est tous les Camerounais qui sont concernés Après par la avoir crise dit, de on va Nozo. discuter avec qui? Vous comprenez? C'est tous les Camerounais qui sont concernés par la crise de Nozo. Première chose. Mais quand le gouvernement organise un dialogue, le gouvernement choisit ses propres éléments pour venir encore discuter d'une situation qui concerne tous les Camerounais. Là également, les bases du consensus sont biaisées. Deuxième chose, c'est le gouvernement qui définit l'ordre du jour. C'est pour ça que ça n'a jamais rien marché. Ça n'a jamais marché depuis le début. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous, dans ma formation politique, vous connaissez la situation dans laquelle nous nous trouvons, ou bien nous nous trouvions. Aujourd'hui que nous sommes en train de sortir de l'auberge, nous nous préparons à apporter notre contribution au règlement des grandes crises qui victimisent la nation, parmi lesquelles la crise anglophone. On a une contribution à apporter. Mais tel que le gouvernement organise les choses, est-ce qu'une formation politique comme la nôtre a la possibilité de donner son point de vue? Non. C'est pour ça que nous pensons que rien n'a été fait depuis 4 ans. Et que le meilleur dialogue, le vrai dialogue, est encore à organiser. Maintenant, ce que je veux également faire observer. Tout à l'heure, c'est Edmond qui parlait de la banalisation, qui est en réalité, qui fait partie des caractéristiques du RDPC. Parce qu'en réalité, lorsque nous voyons ce qui se passe, on ne peut pas banaliser la notion de consensus. Pourquoi aujourd'hui il y a même cette crise anglophone? Le docteur Rufo ne s'est jamais interrogé sur les origines réelles de cette crise. Parce qu'en fait, cette crise trouve son origine à la conférence de Fumban, où il y a eu un consensus entre les Camerounais d'expression anglaise et les Camerounais d'expression française. Je suis en désaccord avec vous. Ce consensus n'a jamais été respecté. Tout à l'heure, Edmond vous a dit, M. Rifoué, que la Constitution ou la loi numéro 96, barre 06, du 18 janvier 1996, portant révision de la Constitution 2 juin 1972, a été adoptée à la suite de la tripartite de 1991. À la tripartite de 1991, qu'est-ce qu'on a recherché? C'est un consensus politique. Parce que sans consensus politique, rien ne peut être fait. Et c'est ce même consensus politique qu'on avait obtenu en 1961 à Fumban. Peut-être que vous ne le saviez pas. Mais ce consensus politique a été par la suite totalement violé par la partie francophone, avec le fameux référendum. Parce qu'en réalité, ce qui a été fait en 72, ce n'est pas ce qui a été prévu en 61. Et ce qui a été fait en 1984 avec la fameuse loi qui transforme la République unie du Cameroun en République du Cameroun, ça ne rentrait pas dans le consensus de 1961. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que chez vous, dans le RDPC, vous banalisez le mot consensus, mais en réalité, c'est la violation permanente du consensus politique qui est à la base de toutes les crises que nous connaissons. Maintenant, pour chuter Cédric, il est important de revenir sur un aspect. C'est peut-être un petit échange tout à l'heure entre Roland et Patrick Rifoué sur, effectivement, l'administration, la preuve devant le Conseil constitutionnel. Parce que quand nous venons sur un plateau aussi prestigieux que celui-ci, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Là, je ne suis pas entièrement d'accord avec Roland quand il prétend que c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui doit, j'allais dire, administrer la preuve. Lorsque vous saisissez le Conseil constitutionnel, la charge de la preuve vous incombe. C'est vous qui devez rapporter la preuve. Mais cela n'empêche pas le Conseil constitutionnel, sur la base des éléments fournis par le recourant ou le requérant, ça dépend, parce que là-bas, c'est une terminologie qui varie. C'est-à-dire, le recourant produit ses preuves, mais il appartient quand même au Conseil constitutionnel, j'allais dire, de mener son travail pour apprécier la véracité des preuves qui sont présentées. Donc on ne peut pas dire que non, on va au Conseil constitutionnel sans preuves, c'est le Conseil qui va chercher les preuves. Non. Vous présentez les preuves et le Conseil les apprécie de manière objective. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, il faut donc noter que le problème qui se pose aujourd'hui, dans le fameux pourparlers entre les sécessionnistes et le gouvernement, c'est que nous autres, nous pensons que là encore, le gouvernement a fait faux bon. Parce qu'objectivement, il faut interpeller toute la communauté nationale pour mener ces négociations. On ne peut pas aujourd'hui dire que ces négociations ne doivent concerner que le gouvernement et les sécessionnistes. Ce dialogue doit
concerner, j'allais dire, tous les acteurs politiques camerounais. C'est vous qui avez parlé tout à l'heure. C'est M. Rufo qui parlait tout à l'heure des 300 partis politiques au Cameroun. Je pense aujourd'hui que pour sortir définitivement de cette crise, il faut que le gouvernement trouve la meilleure stratégie possible pour inviter tous les acteurs politiques à mener, à participer à ces dialogues avec les sécessionnistes, parce qu'en réalité, au sortir de ce pourparlers, il faut qu'on ait vraiment, j'allais dire, une solution consensuelle dans laquelle tous les Camerounais se retrouvent. Et donc c'est pour ça que... Oui, Maître Simon Serge Kaka, j'aimerais qu'on puisse évoluer dans l'émission et rester sur le couloir de la justice, où vous avez évoqué cette sortie de l'auberge pour l'Union des populations du Cameroun après 2 ans de procédure judiciaire. Finalement, le tribunal administratif à Yaoundé a donné raison à l'UPC, son secrétaire général Balaguel Côte. Quelle est la substance de la décision qui a été rendue publique en juillet 2020, précisément le 10 juillet 2020? Bon, je commence par là. C'est une question d'une pertinence importante. Parce qu'en réalité, effectivement, comme les Camerounais le savent très bien, le 17 juillet 2018, le ministre de l'administration territoriale de la République du Cameroun, je ne veux pas donner son nom ici, vous le connaissez tous. Surtout M. Rifo. A pu sur lui de s'immiscer. Je ne connais pas son nom non plus. Dans le fonctionnement structurel et managérial des partis politiques, en nommant de sa propre plume certains dirigeants. Et parmi les partis politiques concernés, il y avait effectivement l'Union de population du Cameroun. Parce qu'il a plus sur lui de nommer M. Robert Bapor-Lipote comme secrétaire général. Alors que 8 mois avant, le congrès statutaire de l'Union de population du Cameroun a siégé du 6 au 8 octobre 2017 à Yaoundé et a élu un secrétaire général en la personne du docteur Pierre Balaguel Côte, qui a été élu de manière démocratique. On ne comprend pas, on n'a pas compris par quelle alchimie le ministre de l'administration territoriale s'est retrouvé à nommer des gens alors que le parti a élu ses dirigeants. Nous nous sommes donc insurgés contre cette décision en faisant la procédure dans les règles de l'art. Nous avons fait un recours gracieux préalable qui est resté lettre morte. Nous avons introduit une requête aux fins de sursis à exécution depuis le mois d'août, donc notamment le 1er août 2018. Nous avons également, 3 mois après, introduit un recours contentieux en annulation de cette décision. La procédure a connu beaucoup de péripéties parce que nous attendions les conclusions du ministère public. Parce qu'en cette matière, ce n'est pas les réquisitions. Lorsque le tribunal administratif est saisi, le président du tribunal administratif transmet le dossier au parquet général, qui est en réalité le parquet général près la cour d'appel du centre. Malheureusement, comme vous le savez très bien, le parquet général étant le bras séculier du gouvernement dans l'appareil judiciaire, n'a pas réagi à temps. Cela nous a pris 2 ans. Mais comme la vérité finit toujours par triompher, il y a eu finalement ces conclusions qui ont été en faveur de la position soutenue par l'Union de population du Cameroun. Mais durant ce procès, avant que vous n'en parveniez, l'État du Cameroun, représenté par ses avocats, estime qu'il n'y a aucun caractère irréparable du préjudice, que vous n'avez pas pu démontrer le caractère irréparable du préjudice que vous avez subi, et que la mesure prise par le ministre visait à préserver l'ordre public dans le pan de la sécurité publique au Cameroun. Oui, les arguments qui ont été présentés durant ce procès. Comment vous répondez à ça? C'est une position totalement incongrue. Incongrue parce que il faut être un Camerounais de mauvaise foi pour penser que la posture du gouvernement n'a pas causé un tort incommensurable à l'Union de population du Cameroun. Vous savez que la décision du ministre nous a empêché de présenter un candidat à l'élection présidentielle. La décision du ministre de l'administration territoriale nous a empêché de présenter des candidats aux dernières élections législatives et municipales. Et je dirais même que c'est plus grave parce qu'en fait, cette décision nous a sortis du jeu politique camerounais. Aujourd'hui, l'UPC se retrouve dans la rue du fait de la duplicité, pour ne pas dire la mauvaise foi du ministre de l'administration territoriale qui a fait, j'allais dire, une application ou alors, une application approximative de la loi. Donc, personne ne peut dire qu'on n'a pas subi. Nous n'en sommes même pas encore là. Mais ce qui est sûr, nous sommes très sereins. Et c'est le lieu pour moi, j'allais dire, de féliciter notre secrétaire général légal et légitime, le docteur Pierre Balaguel Côte, qui est resté serein avec son équipe,
qui n'a jamais versé dans l'imposture. Il a respecté les institutions de la République. Il avait confiance, il était convaincu que la justice finira par faire son travail. Et c'est ce travail qui a été fait par la justice. Mais ce que je dois vous dire, c'est Moufele, ça c'est très important. Cette décision est historique pour l'Union de population du Cameroun. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, beaucoup de gens présentent l'UPC comme ce parti qui est divisé, qui a beaucoup de secrétaires généraux, qui a beaucoup de présidents. Mais c'est une fausse interprétation, c'est une fausse analyse. L'Union de population du Cameroun donne l'impression d'être divisée du fait de la posture de l'administration, qui a toujours tout fait pour diviser l'UPC. La division de l'UPC n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé exactement entre 1992 et 1996, avec le ministre de l'administration territoriale, à son nom, le ministre Anzé Tchungui, Gilbert Anzé Tchungui, qui avait légitimé la division de l'UPC en reconnaissant l'UPCN, c'est-à-dire l'UPC Ndé Toumanza, l'UPCK, c'est-à-dire l'UPC de Goussem Frédéric Kodok, l'UPC du professeur Houkbelen, on parlait à l'époque de l'UPCH. Ça, c'était une posture du ministre de l'administration territoriale. Il a divisé l'UPC pour fragiliser, j'allais dire, ces partis politiques qui s'imposaient comme une véritable alternative politique dans ce pays. Le seul ministre de l'administration territoriale qui a véritablement aidé l'UPC, c'était le ministre Kongo-Dima Ferdinand. Beaucoup de gens ne le savent pas. En 2002, le ministre Kongo-Dima Ferdinand a imposé une entente entre toutes les factions de l'UPC pour présenter des listes aux élections législatives et municipales de 2002. C'est cette élection qui a vu l'élection du ministre Goussem Frédéric Kodok comme député, parce qu'il était parti, il est revenu en 2002. Il a été élu avec le professeur Charlie Gabriel Mbok et le docteur Pierre Sendé. C'était en fait des listes consensuelles, parce que soit dit en passant, le professeur Charlie Gabriel Mbok, par exemple, était la faction du professeur Houkbelen. Mais c'est retrouvé élu de l'UPC. Parce que le ministre a dit, vos divisions-là, je n'en veux plus. Justement, maintenant, je voulais finir. Non, c'est important. C'est important. Moi, je ne veux plus revenir. C'est très important. Parce que les UPC sont à l'écoute. Il faut que tout le monde comprenne. Alors, qu'il se passe que cette division artificielle de l'UPC étant le fait de l'administration, on n'avait jamais eu une décision de la justice pour remettre, j'allais dire, les pendules à l'heure. C'est pour ça que nous qualifions la décision qui a été rendue le 10 juillet dernier comme décision historique. Parce qu'au-delà de l'interprétation littérale que nous pouvons en faire, du point de vue purement téléologique, ça veut dire, en recherchant l'esprit de cette décision, on va se rendre compte que cette décision va libérer définitivement l'UPC. C'est-à-dire l'administration ne va plus venir s'aventurer à se mixer dans le fonctionnement structurel et managérial de l'Union de population. On va parler des conséquences politiques et juridiques tout à l'heure. J'aimerais, Edmond Kambia, que vous puissiez réagir. La justice estime que la décision du ministre ne concerne ni l'ordre public, ni la sécurité ou la tranquillité publique. Concernant la décision qui avait été prise en août 2018, concernant la désignation des secrétaires généraux dans certaines formations politiques. Quelles étaient selon vous les réelles motivations de cette décision du ministre de l'administration territoriale prise avant l'élection présidentielle en 2018 ? Je ne peux pas parler au nom du ministre de l'administration territoriale, dont je ne suis pas le conseiller technique ni un des collaborateurs. Par contre, je dois constater avec regret les conséquences, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, de l'acte qu'il a posé en décidant personnellement, intitut personné, en violation flagrante de la loi, de nommer des responsables de 3 formations politiques, parce que ce sont les faits. Il avait décidé que lui, il reconnaît comme responsable de l'UPC, secrétaire général Bapo Lipo Robert. Il avait décidé qu'au sein du CPP, il reconnaît comme responsable Tita Fomoko. Tita Fon Samuel. Tita Fon Samuel, oui, tout à fait. L'autre était plutôt décédé. Il avait décidé qu'il reconnaît à la tête du Manidem Anissé Ekane. Alors que la loi a prévu que ce sont les partis politiques qui s'organisent dans le cadre de leurs rencontres, conventions ou congrès et désignent librement leurs représentants. Et toutes ces formations politiques ont tenu des conventions et des congrès au cours desquels ils ont eu des bureaux exécutifs. Il se trouve que toutes les personnes nommées à l'époque par le ministre de l'administration territoriale n'ont jamais été élues
dans ces différentes conventions et congrès, c'est que nous amène à penser que les juges, en tout cas la justice, aussi bien dans l'affaire du CPP, qui a porté plainte et qui a obtenu gain de cause, que dans l'affaire de l'UPC, qui a porté plainte et qui a obtenu gain de cause face à l'État, face au MINAT, nous montre que la justice peut être dite au Cameroun. Moi, je dois féliciter les juges qui ont en leur âme et conscience, en respect de la loi, dit le droit. Parce que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il faut dire également que dans l'histoire des réactions des ministres de l'administration territoriale au Cameroun vis-à-vis de l'UPC, effectivement, l'UPC a connu beaucoup de problèmes à l'époque de Gilbert Anzetsongi dans les années de Braise. Et les solutions, comme l'a dit tout à l'heure maître Serge Kaka, ont commencé avec le ministre de l'administration territoriale, Koungou Edima, qui fut à l'époque d'abord gouverneur du littoral, la province littorale qui est devenue région littorale, et qui, dans sa façon de gérer les relations entre l'administration et l'opposition, ont permis, j'allais dire, un jeu politique plus fluide. Je voudrais rappeler à ceux qui ne le savent pas, que lorsque l'opposition, les partis de l'opposition, notamment le SIF, remportent la quasi-totalité des communes, ici à Douala, en 1996, c'est Koungou Edima qui est gouverneur du littoral. Parce que c'était un homme de poing qui aimait le respect du jeu politique et qui avait refusé, je m'en souviens à l'époque, à son ministre de l'administration territoriale, Gilbert Anzetsongi, de tripatouiller les résultats. Il avait estimé que si un parti de l'opposition a gagné les élections, il faut que ce soit ce parti qui soit à la tête de la commune. Et c'est ce qui s'est passé quand il était gouverneur. Et nous avons été heureux de constater que ce soit lui encore, quand il était ministre de l'administration territoriale, qui a décidé que, au lieu que les différentes factions de l'UPC continuent dans le sens antérieur, il a dit, vous allez vous entendre et me présenter des listes consensuelles. C'est ainsi que chacune des tendances ou des factions de l'UPC ont présenté des candidats. Ils se sont réunis dans une liste consensuelle et on a vu à son époque comment l'UPC est entré dans le jeu politique, a obtenu des élus, députés et conseillers municipaux. Tout à fait. Et j'allais dire ce précédent, j'allais même dire davantage, cette école de pensée a prospéré lorsque René Emmanuel Sadi était ministre de l'administration territoriale. On a vu, vous avez vu, lors des dernières, les élections 2013. Vous avez vu comment l'UPC requinqué a obtenu de nombreuses communes, plusieurs députés, que ce soit dans la Sanaga Maritime ou l'Union Ekele. Parce que c'est l'école de pensée, je préfère le dire ainsi, de Koungou Edima qui avait prospéré. Aujourd'hui, nous avons un ministre de l'administration territoriale qui décide de passer outre cette volonté de ses prédécesseurs de gérer de manière citoyenne, parce que ça, de manière citoyenne, le jeu politique camerounais pour permettre à toutes les factions, toutes les tendances, à tous les partis politiques d'avoir voix au chapitre à poser cet acte malheureux. Et il faut le dire ainsi, quand je rappelle ce que ses prédécesseurs ont fait de positif, c'est important de le noter, parce que ses prédécesseurs étaient dans le RDPC. Tout à fait. Mais ils ont compris qu'il fallait, pour la paix sociale, pour l'ordre public, il fallait faciliter le jeu politique. Et aujourd'hui, quand vous me posez la question de savoir, lorsque les juges ont estimé que l'ordre public, la décision du ministre de l'administration territoriale de nommer les responsables politiques dans certaines formations politiques n'avait rien à voir avec l'ordre public et tout, j'ai dit oui, les juges ont raison. Et je souhaite que les juges qui ont pris cette décision maintiennent leur position et que si l'affaire prospère, parce qu'il faut imaginer la possibilité qu'il y ait appel et que l'affaire aille même à la Cour suprême pour avoir une résolution définitive. Je souhaite que tous les juges aient une position constante sur le droit. Et c'est ça qui va renforcer l'indépendance de la justice au Cameroun. Après vous, j'aimerais également que Maître Roland Diouf puisse réagir sur les conséquences politiques de cette décision de justice. Le CPP qui a obtenu gain de cause après avoir attaqué la décision du ministre de l'administration territoriale, l'UPC également qui se voit conforté dans sa position avec son secrétaire général Balé-Galencote. Pour vous, quelles en sont les conséquences politiques lorsqu'un ministre essuie de sérieux revers devant la justice?
Non, n'attendez pas de moi que je vous dise que ce ministre doit en tirer les conséquences politiques, parce que je vois bien qu'il peut être classé dans la même école, pour reprendre le terme école de Edmond, que notre ami de ce panel, c'est-à-dire l'école de la division. Parce que je vous fais observer que tout au long de cette émission, toutes les fois où on a pu indiquer qu'il y avait des divisions quelque part, M. Rifoué ne s'en est pas privé. Il l'a dit pour le cas de l'UPC, il l'a dit pour le cas des activistes de la diaspora, il l'a dit pour le cas d'autres choses. Ils aiment quand il y a la division. Et je crois que c'est la principale caractéristique de Satan. C'est vous qui l'avez cité tout à l'heure. Je reviens aussi une virgule pour dire que Maître Kakak et moi ne sommes pas en contradiction sur l'office du Conseil constitutionnel. Juste pour rappeler qu'il y a eu sur cette question, on va dire, 3 postures. Celle de M. Rifoué, qui a consisté schématiquement à dire que le Conseil n'a rien d'autre à faire que d'examiner les preuves qui lui sont produites. Celle que j'ai pris pour lui faire face, pour lui indiquer que au-delà de l'examen des preuves qu'on lui apporte, le Conseil constitutionnel a un rôle primordial qui est de veiller lui-même à la régularité de ses opérations. Et la sagesse est venue de Maître Kakak, puisqu'on dit qu'entre 2 positions, la vérité se trouve en général au milieu. La sagesse veut que, justement, le Conseil constitutionnel ait ces 2 rôles. D'une part, examiner les éléments qui lui sont proposés, comme vous l'avez dit, chers confrères, et d'autre part, veiller soi-même. Sauf que vous, RDPC, vous n'avez pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître cela. Maintenant, je réponds à votre question, M. Noufélé, sur les potentielles conséquences politiques. C'est d'abord de dire, et vous ne m'empêcherez pas de prêcher pour ma chapelle, que autant on peut constater le préjudice, le lourd préjudice que cela a causé à l'UPC, cette décision maladroite, autant on peut peser le poids du sacrifice qu'a consenti le MRC et ses alliés en 2020, se priver soi-même. L'UPC a été privé d'élections et on peut voir la conséquence. Le MRC et ses alliés s'est privé lui-même d'élections en 2020 parce que précisément il estimait que l'avenir du peuple camerounais est plus important que celui de quelques-uns de ses membres qui pouvaient être élus. Première chose. Deuxième chose, il y a, et je dois me féliciter à la suite de mes copanélistes, de ce que, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. La justice camerounaise est capable, et nous l'avons toujours pensé d'ailleurs, elle est capable du meilleur comme du pire. Et dans le cas d'espèce, il s'agit bien du meilleur. Les juges administratifs, de mon humble point de vue, se sont attachés à faire briller le droit de 1000 feux. Et il faut qu'on s'en félicite. Et ce feu qui brille montre aussi la noirceur et la méchanceté de l'acte qui a été posé en amont. Parce que vous avez rappelé, M. Kamgé, avec pertinence, qu'en plus, il ne s'agissait pas que d'un cas isolé de l'UPC. On a vu, et on voit encore, sur la scène politique camerounaise, des hommes politiques se prévaloir précisément de cette qualité d'homme politique. Parfois d'opposants, ou un peu plus d'opposants de l'opposition, mais se prévalant pour cette qualité-là d'une décision administrative. Ou ministérielle. Merci, chers confrères. Ils se prévalent de la qualité de patron de parti politique aujourd'hui, alors que cette qualité de parti politique, d'ailleurs de l'opposition, selon leur thème, provient d'une décision ministérielle qui, comme on l'a vu, ne peut pas résister durablement à la critique juridique pure. Et donc, la conséquence naturelle qui découle de ceci, c'est qu'il faut qu'on fasse tous le constat de ce que, précisément, c'est le consensus qui peut nous sauver. Parce qu'en face, il n'y a pas moyen d'avoir confiance. Les actes qui sont posés chaque jour par cette administration, qui finalement n'est pas une administration républicaine, même comme certains d'entre vous parlent de république exemplaire en construction, cela n'a rien de républicain. Parce que quand on travaille pour la République, on s'attache à ce que la chose publique soit sacrée. Et quand on voit des ministres de la République
agir de la sorte, on peut vraiment se poser la question de savoir dans quel type de république est-ce qu'on vit. On vit dans la république des mythos. Après vous, Maître Roland, Je voulais juste apporter Patrick, quelque chose. juste avant, pour qu'il puisse réagir, le RDPC, au moins, sur la décision de justice qui est une douche froide pour l'administration territoriale. C'est la deuxième du genre, après la victoire du CPP. Et voici aujourd'hui l'Union des populations du Cameroun. La justice reconnaît que l'administration territoriale n'avait pas le droit de dire que c'est au nom de l'ordre public qu'elle a décidé ainsi de désigner des responsables dans certaines formations politiques. Comment vous réagissez face à ces sérieux revers qu'essuie l'administration territoriale devant la justice camerounaise? Écoutez, les actes administratifs bénéficient de ce qu'on appelle le privilège du préalable. Autrement dit, lorsqu'ils sont pris, ils sont d'application immédiate. Maintenant, ils sont susceptibles de recours. C'est ce qui a été fait par les formations qui étaient concernées devant le juge administratif qui a rendu des décisions. Il ne nous appartient pas au RDPC de commenter les décisions de justice. Certains estiment que ces décisions sont prises pour favoriser le parti au pouvoir, surtout qu'elle a été prise avant l'élection présidentielle Ou leurs alliés. d'octobre 2018, et d'aucuns ont vu des liens entre les personnes désignées par toutes ces formations politiques et leur soutien apporté au chef de l'État, candidat du RDPC durant l'élection présidentielle. Oui, je ne reviendrai pas sur les développements qui ont été faits ici par Edmond et Maître Kakak, qui montrent bien que l'UPC est un parti historiquement conflictogène. Et qu'en raison de cette situation-là, s'il vous plaît, en raison, oui, je sais que vous ne pouvez pas, je sais que vous ne pouvez pas me laisser dire ça, mais je suis en train de le dire. Précisément. Comme le RDPC. En raison, en raison de cette situation, le ministre André Tchungi est intervenu au sein de cette formation politique. Le ministre Kungu Edima est intervenu au sein de cette formation politique. Le ministre Sadi est intervenu au sein de cette formation politique. Le ministre Atangandi est également intervenu au sein de cette formation politique. Mais moi, je suis en train de préciser, Patrick Refoué, en 2018, la plupart des personnes désignées par le ministre territoriale sont devenus des soutiens du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Est-ce que la décision, justement, la motivation profonde de la décision visait à avoir des soutiens au président national du RDPC, candidat du parti au pouvoir en 2018? Est-ce que vous surfez sur les positions de l'administration territoriale pour favoriser le parti au pouvoir? Nous n'avons pas besoin de surfer sur ces positions pour soutenir le parti au pouvoir, pour la simple et bonne raison que je ne sache pas, en termes de pourcentage, sur les 71% que le président de la République a obtenu, vous ne pouvez pas me prouver que le soutien de ces deux formations politiques ont permis au président de la République d'avoir 2%. Hein. Ce n'est absolument pas prouvé. Donc, ce sont des soutiens qui étaient des soutiens à la marge. Je suppose que s'il y avait des bénéfices symboliques à en retirer, ce sont ces personnes-là qui auraient retiré un bénéfice de ce soutien. Mais le RDPC n'a pas tiré le moindre bénéfice. S'il vous plaît. Je vous en prie, il a la parole. Le RDPC n'a tiré aucun bénéfice de ces formations politiques, notamment du soutien de ces individus-là qui ont une notoriété très faible. Après vous, Patrick Refoué, justement, M. Simon-Serge Kakak, décision concernant l'UPC en 2018, cela a pris 2 ans pour que la justice puisse finalement se prononcer sur le cas de l'Union des populations du Cameroun, qui pourtant espérait être dans les listes législatives et municipales en février 2020. Quelles sont les conséquences pour l'Union des populations du Cameroun? Quelle est la hauteur du préjudice subi? Est-ce que vous comptez réclamer réparation? Bon, écoutez, je vais vous dire quelque chose de très sincère. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. La décision du ministre de l'administration territoriale a causé un préjudice incommensurable à l'Union des populations du Cameroun. Au jour d'aujourd'hui même, objectivement, on ne peut même pas quantifier le dommage par nous subi. Mais ce qui est constant, vous savez, l'Union des populations du Cameroun a toujours brillé par une attitude et une posture républicaine et responsable. Ce n'est pas à moi de vous dire ici sur le plateau ce que nous comptons faire. Ce qui est sûr, maintenant que nous sommes sortis de l'auberge, la direction légitime et légale du parti va se retrouver et va trouver
ce que nous devons faire pour la suite. Mais ce que j'aimerais quand même faire observer à mon ami Rifoué, c'est que l'UPC est le parti politique le plus important de ce pays. Et à ce titre, vous, dans le DPC, vous avez toujours multiplié des stratagèmes pour que ce parti ne travaille pas dans la stabilité et dans son équilibre structurel et managérial. Et ça a commencé depuis 1992. Tout le monde le sait. Ça correspond aussi aux actions du ministre Sadi. S'il vous plaît. J'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure. Parce que même la personne qui a été désignée par le ministre de l'administration territoriale en 2018 est devenue députée parce que le ministre de l'administration territoriale, René Maniel Sadi, s'est immixé en demandant aux UPC de mettre en place un comité provisoire en 2013. Ça vous devez savoir. On a mis en place un comité composé de 6 personnalités, à savoir Robert Bapol-Lipod, Basile Louka, Victor Onana. Non, il n'y a pas Victor Onana. Il y avait plutôt le docteur Sende, il y avait le docteur Sende, il y avait Zoni, il y avait le Wandi, et il y avait Adok Papi Doumé de regret mémoire. Ce comité avait été mis en place par le ministre Sadi, avec pour mission de faire 2 choses. Première chose, désigner, investir les candidats pour les élections municipales de 2013. Municipales et législatives. Et naturellement, avec pour deuxième mission d'organiser un congrès unitaire en 2014. La première mission a été bien accomplie. Tout à fait. C'est cette mission qui a permis à Bapol-Lipod de devenir député. De ne pas devenir député. Je le dis ici parce qu'il y en a qui disent que non, Bapol était devenu député parce qu'il a été reconnu comme secrétaire général. Non. Bapol est devenu député parce qu'il a été investi par ce comité qui avait été mis en place par le ministre Sadi. Maintenant, lorsque M. Bapol a été élu député, il s'est démarqué, j'allais dire, de ce comité, il a commencé à fonctionner maintenant en électron libre. Voilà la suite. Mais ce que nous disons, et ça c'est très important, nous nous réjouissons de la posture de la justice administrative, parce que je l'ai dit une fois sur ce plateau, la démocratie camerounaise ne peut s'améliorer qu'avec une justice courageeuse et qui est prompte à dire la loi dans les règles de l'art. C'est ce qui a été fait par le tribunal administratif du centre, Aminon, qui a permis maintenant à l'Union de la population du Cameroun de retrouver l'univers de la légalité républicaine et de la légitimité populaire. Parce qu'en réalité, dans un parti politique, c'est le Congrès qui élit ses dirigeants. C'est le ministre maintenant. C'est la décision du tribunal administratif maintenant qui ramène l'ordre à l'UPC. Et naturellement, l'UPC va profiter de cette situation pour se remobiliser, pour se restructurer, de manière à redevenir une véritable alternative politique dans ce pays. C'est par là que je termine. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Patrick Rifoué et Edmond Kambia, d'avoir participé à ce débat. Merci également à Maître Simon-Serge Kaka et Maître Roland Diou d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.